Alors bonsoir à tous, bienvenue pour ce bar des sciences, pression hyperbar à la brasserie Zoumaï qui est devenu le hotspot de la médiation scientifique. Je vais demander à nos intervenants de venir nous rejoindre, voilà, et de prendre place. On va commencer dans quelques minutes. Parce qu'elle va le contrôler. Ok. Parce que moi, je vais bientôt être à plat. Ok. Je contrôlerai avec elle. Voilà, alors le temps est venu d'ouvrir cette deuxième édition un peu particulière de nos rendez-vous pression hyperbar qui sont organisés par Bleu Tomate, que je représente, et l'Institut Osu-Pitéas, que Thierry Botti représente, Thierry qui est au fond. Nous avons donc dans le cadre de ces rendez-vous dédiés à la médiation scientifique 3 éditions spéciales consacrées à un débat d'ampleur organisé par la Commission nationale du débat public. On va vous expliquer dans quelques instants ce qu'est la Commission nationale du débat public et qui a pour sujet la mer en débat. Alors avant toute chose, je tiens à vous préciser que ce soir, vous êtes tous filmés, sauf ceux qui ne le désirent pas. Alors si certains d'entre vous ne souhaitent pas être filmés, sachant que ce film va être diffusé notamment sur le site internet de la CNDP, on vous invite plutôt à prendre place au fond, près du radiateur, au fond à gauche, comme ça vous ne serez pas a priori dans le champ des caméras. Vous avez donc, je précise juste, une caméra qui se trouve là. Donc quand vous marchez, essayez de ramper, voilà, pour ne pas passer devant la caméra. Merci beaucoup. Oui, c'est après 15 bières qu'on rampe.
Alors, en 2 mots, on va présenter rapidement Bleu Tomate pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est pas très bien élevé de commencer par soi, mais c'est comme ça qu'on fait habituellement. Bleu Tomate est un média digital dédié à la transition écologique en Provence. On existe depuis 2014. On travaille sur tous les sujets liés aux sciences environnementales, à l'environnement, que ce soit côté terre ou côté mer. Et nous avons également un département de médiation scientifique. Voilà pour Bleu Tomate, et je vais laisser Thierry introduire l'Institut OSUPITEAS. Bonsoir à toutes et à tous. Alors d'abord, on dit OSUPITEAS. OSU, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Observatoire des sciences de l'univers. Il y en a 25 en France. Ils sont impulsés par l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Et en fonction de la région où ils sont installés, ils sont rattachés à différentes autres structures. Donc nous, on est une composante d'Aix-Marseille Université et on a pour autre tutelle l'IRD et l'INRAE. Nos missions, c'est de faire de la recherche, de l'enseignement et de partager nos connaissances avec les publics, d'aller à la rencontre des publics. Nos équipes scientifiques font des recherches du fond des mers aux confins de l'univers. C'est à peu près 1200 personnes réparties sur le territoire provençal. Et donc c'est sûr que sur ce bar des sciences, on est plus sur l'aspect environnemental de nos recherches. Donc sur le volet partager nos connaissances, effectivement, il nous a paru tout à fait logique de nous associer à la Commission nationale du débat public dans le cadre de ce débat public sur la mer pour inviter nos chercheurs et d'autres intervenants à partager nos recherches et leur point de vue sur la mer et son devenir. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter moi, mais plutôt nos intervenants. Donc je passe la parole à Mathilde qui va vous présenter la CNDP. Merci Thierry, merci beaucoup à toutes et tous d'être présents ce soir. Donc c'est la 2e édition du Bar des Sciences organisée dans le cadre du débat public La mer en débat, qui a commencé en novembre de cette année et qui va se terminer en avril. Donc la CNDP, qu'est-ce que c'est ? C'est la Commission nationale du débat public, donc c'est une autorité administrative qui est indépendante. Et en fait, elle est saisie dès lors qu'il y a des projets qui ont un impact sur l'environnement. Et son rôle, c'est de donner accès à l'information et à la participation du public, surtout sur des projets qui ont un impact sur l'environnement. Donc c'est dans ce cadre-là, c'est dans le cadre de la révision des documents stratégiques de façade. Donc il y en a des personnes représentantes de l'État qui pourront vous en parler un peu plus en détail. Donc de ces DSF et de l'éolien en mer. Donc en fait, ce sont des outils de planification maritime, de quoi il est question et sur lesquels on vous invite à vous exprimer et à donner votre avis. Donc c'est assez important, puisque tous ces avis et ces arguments seront consignés par la CNDP et renvoyés du coup aux 3 ministères qui ont saisi la CNDP, à savoir le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Transition énergétique et le secrétariat de la mer. Donc on vous invite à participer et à venir à d'autres événements qu'on va organiser, notamment à Marseille. Demain, il y a des ateliers thématiques. Voilà. Donc on crée de nombreux événements variés pour qu'un maximum de personnes puissent se prononcer. Donc voilà le rôle de la Commission nationale du débat public. Donc on vous invite vraiment à prendre la parole ce soir. Et merci aux intervenants qui sont là pour prendre la parole. Merci. Alors pour cette 2e édition, on a pour thème « Comment penser ensemble le futur de la mer Méditerranée ?» Alors, auquel de nos besoins essentiels la mer répond-elle ? Santé, alimentation, énergie, comment l'imaginons-nous ? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre avec nos invités. Donc, Federico Fabri, tu peux faire un petit ouhou, voilà, comme ça on voit qui est Federico. Il est donc doctorant à l'université Aix-Marseille. Tu travailles sur une thèse dont tu peux peut-être nous donner l'intitulé ? L'intitulé, c'est long, mais... c'est comment planifier la mer devant une grande ville de la Méditerranée d'une façon durable. Et je commence pas. Voilà. Merci.
Raviera qui est avec nous, Raviera Tererina Risso, qui est une artiste. Donc on avait fait le choix sur cette édition d'inviter une artiste qui va nous offrir une autre lecture de la mer. Raviera revient du Mexique, de Vancouver, où elle a fait des résidences pour travailler sur son thème de prédilection, le flux, les mouvements, les migrations. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et puis nous avons nos 3 mousquetaires qui sont arrivés ce soir avec Marion Brichet, qui est donc adjointe, alors là j'ai essayé de le faire, c'est un peu long, adjointe à la chef de la mission coordination des politiques de la mer et du littoral, à la DIRM, donc la direction interrégionale de la mer Méditerranée. Frédéric Autric. Frédéric est directeur de projet éolien flottant en Méditerranée, mais pour la DREAL Occitanie. Et donc, notre dernier invité qui est donc Étienne Serre, responsable concertation à la RTE. Voilà, donc pour vous donner quelques explications sur la manière dont la soirée va se dérouler, nous allons avoir les interventions qui vont se succéder les unes après les autres. Vous allez avoir très envie de poser des questions, mais on vous invite à les poser plutôt à la fin des 3 présentations. On prendra tout le temps qu'il faut pour répondre à l'ensemble des questions. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de nos invités. C'est toi, Frédérico, qui commence. Merci Magali. Et rapidement, j'introduis mon profil professionnel. Moi, j'ai une formation de biologiste marin et je me suis spécialisé au sujet de la planification de l'espace maritime. Et j'ai bossé 5 ans sur ces sujets, des projets de planification de l'espace maritime en Méditerranée. Et là, j'ai commencé... Pour changer les diapositives. Ah, merci. Et là, je suis en train de faire un projet de thèse doctorale financé par l'Université d'Aix-Marseille avec les laboratoires d'océanologie, les MIO, et un laboratoire de géographie, espace. Et je vais essayer de rapidement contextualiser l'état actuel de la mer Méditerranée, les futurs qui en attendent pour la mer Méditerranée et comment la démarche de la planification de l'espace maritime pourrait nous aider à aller vers une utilisation, une gestion durable de la mer Méditerranée. Je commence pour cette image emblématique de ce qui représente la mer dans l'imaginaire collectif. La mer qui, dans l'imaginaire, est souvent vue comme un espace illimité, sans frontières. La mer en tant que dernier espace de liberté. Si vous pratiquez de la voile ou de la nage, de la plongée, je pense que vous connaissez très bien cette sensation de liberté qui évoque être en mer, qui évoque la mer. Mais en même temps, la mer, c'est aussi un espace partagé, c'est un bien commun partagé où la liberté, notre liberté à nous, ça termine ou ça commence la liberté des autres. Et maintenant, on se retrouve dans un moment historique où on est beaucoup à vouloir partager cet espace. La mer, c'est aussi une ressource sur plusieurs points de vue. C'est une ressource économique, sociale, environnementale pour plusieurs activités humaines qui sont développées, activités industrielles, les trafics, les activités de loisirs, la pêche. Et aussi, c'est un milieu naturel, un héritage naturel à protéger. En tant qu'héritage naturel, mais aussi par rapport à tous les services qu'il produit, celles qu'on appelle les services écosystémiques, qui étaient les sujets de la présentation de mardi dernier, de Sandrine et d'autres. Et si on regarde au futur, on se retrouve dans une situation où on a une quantité croissante d'activités qui sont développées en mer, et aussi qui augmente un niveau d'intensité. Cette situation génère donc des conflits potentiels entre les activités humaines et aussi des pressions sur les milieux marins qui sont plus en plus présents. Et on se retrouve avec un besoin plus urgent
d'organiser, de gérer ces activités humaines. Et actuellement, on a des cadres de gestion qui souvent sont sectoriels. Historiquement, on a une gestion de la mer qui est assez sectorielle. Et c'est pour ça qu'on essaie de réfléchir en tant que scientifique, en tant que gestionnaire, à une approche intégrée. Et c'est pour ça qu'il était théorisé, en train d'être mis en œuvre, la planification de l'espace maritime comme possible réponse à cette situation des densité, des multiplicités d'activités humaines. Et la planification de l'espace maritime, c'est la déclinaison en mer de ce qui existe depuis longtemps, depuis des siècles à terre, c'est-à-dire l'organisation des usages. Probablement, vous savez, à terre, chaque mètre carré du sol a une destination d'usage. Vous ne pouvez pas construire une maison n'importe où. Vous avez des zones où vous pouvez construire, des zones où vous pouvez cultiver, des zones où vous pouvez mettre en place des activités industrielles. La même chose pour la première fois, historiquement, est en train d'être fait en mer, à travers la planification de l'espace maritime. Par rapport à ce qui est la planification terrestre, on a des enjeux différents parce que c'est un milieu, vous voyez, tridimensionnel, parce qu'on planifie aussi sous la colonne d'eau, et un milieu liquide qui fait que c'est extrêmement dynamique. Il n'y a pas de frontières solides comme on peut avoir à terre. Oui, c'est un milieu liquide où les activités humaines et aussi les milieux naturels se déplacent assez rapidement. Et planifier tout ça, c'est un enjeu. Normalement, la planification en mer est pensée pour atteindre au montant des objectifs écologiques, économiques et sociaux, et est faite à travers la participation, la concertation avec les acteurs du territoire. Et vous voyez cette image plus loin, qui représente un peu ce que ça peut donner un plan de l'espace maritime. Pour vous donner une idée, c'est une zone de mer où on définit un zonage avec des usages qui sont priorisés, des zones prioritaires pour les trafics maritimes, des zones prioritaires pour la pêche et des zones prioritaires pour la protection de l'environnement, par exemple. Et dernière chose, la planification de l'espace maritime, c'est normalement une démarche qui est faite à travers des politiques publiques. Les cadres réglementaires existants, c'est défini pour la directive européenne qui a été approuvée en 2014, qui oblige tous les pays membres de l'Union européenne, parmi la France, à développer la planification de l'espace maritime dans leur mer. Du coup, on se retrouve historiquement dans un moment assez important dans ce point de vue. C'est la première fois qu'on a mis en œuvre la planification de l'espace maritime. Et en France, c'était décliné à travers les stratégies des façades pour les 4 façades de la métropole, de la France métropolitaine. Pour la première fois, qui a été définie dans les documents stratégiques de façade en 2019. Et la suite de cette démarche, ça pourrait être comment décliner cette planification à une échelle plus locale, et que c'est un peu le sujet de ma thèse. Comment on pourrait, par exemple, je pense que c'est très intéressant de réfléchir à les contextes de Marseille, première ville portuaire de la France en Méditerranée, comment on pourrait avoir une gestion intégrée de la mer devant la métropole. Actuellement, on a des outils de gestion qui sont, par exemple, les parcs des Calanques, les parcs marins de la Côte Bleue, qui ne sont pas forcément intégrés au niveau de l'échelle métropolitaine. Et je pense que ça pourrait être très intéressant de réfléchir au niveau des intercommunalités. Et
et voir à niveau des citoyens et à niveau des usagers de la mer comment on pourrait gérer d'une façon intégrée, planifier et gérer d'une façon intégrée cet espace marin qui fait partie de notre quotidien et de notre économie, de notre société, de notre culture. Pour finir, je voulais juste dire que je pense que c'est une très bonne opportunité, ce débat public lié à la stratégie de l'État, pour déjà connaître cette démarche qui est la planification de l'espace maritime, qui j'ai essayé de remarquer un peu l'effet que c'est un peu la première fois historiquement qu'on mis en œuvre la planification en Méditerranée, en France. Et une planification intégrée, c'est un peu la première fois historiquement. Du coup, je pense que c'est très intéressant de déjà s'approprier, connaître son existence. Je pense que c'est assez peu médiatisé, au moins ça c'est mon impression en tant que chercheur qui bosse sur ces sujets. Et du coup, si vous arrivez à vous intéresser au sujet, vous approprier, donner votre avis à travers les débats publics, ça peut être une très bonne opportunité pour réfléchir un peu au futur de notre mer, de la mer française, de la mer à Marseille aussi. Merci. Merci Federico pour cette explication qui a été des plus claires. Marion, je vous laisse prendre un micro sur la table. Normalement, ils sont allumés, Pierre? Non? Je vais vous l'allumer. C'est bon? Oui, c'est tous les mêmes. Merci. Hop. Si vous me permettez, je peux me mettre là? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Marion Brichet, je travaille à la direction interrégionale de la mer Méditerranée et donc je ne suis pas seule de la dire, ce soir on est plusieurs du service à être présents. On va avoir cette présentation, on va la faire à 3 voix, donc moi pour la dire, mais aussi la DREAL Occitanie avec le directeur de projet éolien et réseau de transport d'électricité. Donc pourquoi est-ce qu'on fait un débat public aujourd'hui sur le document stratégique de façade? Parce qu'on est en cours de révision de la partie stratégie de ce DSF. C'est ce que vous voyez, le document. Le document en haut à droite. C'est bon, c'est revenu. Qui est donc un document qu'on a validé en 2019. Et aujourd'hui, on est en cours de révision parce qu'on doit le revalider en 2025. Pourquoi? Parce qu'on a une obligation de révision tous les 6 ans, parce que ce document stratégique de façade, c'est la déclinaison de 2 directives, dont une qui a été présentée par Federico, la directive cadre de planification de l'espace maritime, mais aussi la directive cadre de stratégie du milieu marin, qui, elle, impose et attend qu'on atteigne un bon état écologique des eaux marines. Donc ce débat, il a 2 objectifs. Un premier objectif de réviser cette stratégie de façade, notamment par rapport à l'atteinte du bon état de santé de la Méditerranée, mais aussi un deuxième objectif lié à l'éolien en mer, et je laisserai les collègues le présenter ensuite. Alors tout d'abord, vous avez une diapo un peu compliquée. Je ne vous invite pas à tout lire, mais peut-être de regarder les couleurs. Notre premier objectif dans cette révision de la stratégie de façade, c'est d'atteindre le bon état écologique, c'est-à-dire d'avoir une mer Méditerranée en bonne santé. Et pour ça, on a cherché à l'évaluer, cette bonne santé. Et la directive cadre de stratégie pour le milieu marin nous a demandé de vérifier cette bonne santé sur différentes thématiques que vous voyez ici. Les poissons, les dauphins, les oiseaux, les tortues, les espèces bien connues comme la posidonie, le coralligène, etc. Elle nous a demandé de vérifier vraiment quel était l'état de santé de ces différents compartiments. Quand c'est en bonne santé, c'est quelle couleur? Vert. Quand c'est en mauvaise santé, c'est rouge. Et quand on ne sait pas, c'est gris. Et il y a malheureusement beaucoup de gris. Alors pourquoi il y a beaucoup de gris? Parce que tout simplement, il nous faut encore acquérir de la connaissance. Et la connaissance sur l'écologie marine, sur la biodiversité marine, c'est très coûteux et c'est long. Donc on a encore beaucoup de programmes d'acquisition pour nous permettre de passer du gris à, je l'espère, le vert. Alors qu'est-ce qui est vert? Regardons plutôt le vert. Vous voyez tout à fait en haut, il y a un tout petit triangle vert qui correspond à 2 poissons qui sont en bonne santé. Est-ce que vous aurez une idée de quels sont les 2 poissons en bonne santé? Il y en a un qui est tout petit, qui a bouché le port de Marseille. Voilà. Et le deuxième, il est beaucoup plus gros et c'est le thon rouge. Aujourd'hui, on sait que ces 2 espèces-là sont en bonne santé, alors que les autres espèces sont des stocks qui sont surexploités par la pêche. Les cétacés, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y en a quand même 4 qui sont en bonne santé sur 7, pour ceux qui ont été évalués.
Si on regarde les oiseaux marins, on a aussi quelques feux verts sur les espèces, notamment de surface et sur ceux qui plongent. Si on regarde l'eutrophisation, on est aussi en vert parce que finalement en Méditerranée, ce n'est pas un enjeu qui nous concerne par rapport aux autres façades de France. Ce qu'on peut voir ici en rouge, c'est les déchets. Alors pourquoi je vous parle des déchets? Parce que là, on a réussi à évaluer quel était l'état de santé de la Méditerranée par rapport aux déchets et ce n'est pas très surprenant qu'on soit en rouge. Et à votre avis, quels sont les principaux déchets qu'on retrouve au fond de la mer, mais aussi sur nos littoraux? Le plastique, effectivement. 75%, c'est du plastique. Un point positif aussi, quand même, c'est important de le dire, c'est sur la Posidonie. Aujourd'hui, la Posidonie, on la surveille de très près, grâce à l'Agence de l'eau notamment. Et on remarque quand même qu'en Corse, l'état de santé de la Posidonie est plutôt satisfaisant. Alors qu'en Provence, à Côte d'Azur, il y a quand même certains endroits où l'herbier est très dégradé, notamment par différentes activités maritimes. Et j'y viendrai ensuite. Donc on a besoin de vous, finalement, à partir de cet état des lieux, pour nous aider à prendre les bonnes décisions pour la protection du milieu marin. Justement, pour protéger le milieu marin, un des enjeux du débat, c'est la définition de nouvelles zones de protection fortes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone de protection forte? C'est un espace maritime dans lequel on va réglementer les activités maritimes pour mieux protéger les enjeux écologiques, que ce soit des habitats, mais aussi des espèces. Donc, en entrée de débat, la préfecture maritime qui pilote les zones de protection forte propose une carte dans laquelle ils ont priorisé des enjeux écologiques. Donc c'est ce que vous retrouvez dans les différentes zones, bleu, jaune, rose ou même vert pour le parc national des Calanques. Donc c'est à partir de ces zonages-là qu'on vous propose d'identifier des zones de protection fortes, parce que c'est vraiment dans ces zones qu'il y a des enjeux écologiques forts. Et on a une cible à atteindre, c'est 5%. C'est dans le tableau que vous voyez en bas à gauche. On doit atteindre 5% de zones de protection fortes sur la façade Méditerranée. Et aujourd'hui, on est à 0,22. Donc on a encore un long chemin à parcourir. Et on doit faire ça d'ici 2027. 5% d'ici 2027. Un autre enjeu de la révision de la stratégie de façade, c'est la planification des activités maritimes. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de mieux concilier les usages maritimes avec la protection de la biodiversité marine, mais aussi entre usages maritimes. C'est-à-dire qu'il faut éviter les conflits d'usage. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte, enfin sur ce dessin? Différentes activités maritimes que l'on retrouve en Méditerranée française et principalement sur la bande littorale. C'est là où elles se concentrent, c'est là où elles sont le plus nombreuses. Alors, parmi les activités maritimes importantes sur la façade Méditerranée, on a le trafic maritime. La façade Méditerranée représente un quart du trafic maritime de marchandises mondial et la façade représente 27% du trafic de marchandises national. Donc, on a vraiment un rôle très important en termes de trafic. La façade maritime Méditerranée, elle représente aussi 80% du trafic de passagers au niveau national. Pourquoi? Tout simplement parce que Marseille, mais aussi Ajaccio, Nice ou encore Cannes, sont des ports où il y a beaucoup de croisières. En 2023, on a accueilli 1700 navires de croisière sur la façade Méditerranée, répartis dans 25 ports. Donc on a vraiment une croissance de l'activité croisière sur notre façade. Si on regarde une autre activité comme la pêche professionnelle, on a aujourd'hui 1300 navires de pêche sur la façade Méditerranée. Principalement, ce sont des petits métiers. Ce sont des bateaux qui font moins de 12 mètres et qui pratiquent surtout la palangre, les filets ou encore les casiers. On a aussi des chalutiers, mais qui sont beaucoup moins nombreux. On a aussi une pêche de loisirs qui se développe beaucoup sur notre façade Méditerranée. Et quand je dis pêche de loisirs, c'est les pêcheurs du bord, mais aussi les pêcheurs embarqués ou encore les pêcheurs sous-marins. On a aussi une forte activité touristique et on est la première façade touristique en France et notamment on a beaucoup de plaisance. On est la façade où il y a le plus d'anneaux de plaisance. On a presque 100 000 anneaux sur l'ensemble des ports de Méditerranée. Ils sont à peu près 200 avec une activité de petite plaisance mais aussi de grande plaisance. C'est un peu la spécificité de la Méditerranée, c'est qu'on a beaucoup de yachts qui viennent profiter de la beauté de nos paysages. Donc à partir de cet état des lieux, on a un objectif de voir comment est-ce qu'on peut concilier au mieux ces usages grâce à la planification spatiale maritime du document stratégique de façade. Et je laisse la parole maintenant au directeur de projet éolien. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter rapidement pourquoi est-ce qu'on doit développer l'éolien en mer en France.
Donc vous savez sans doute que le mix énergétique dépend aujourd'hui à 60% des énergies fossiles, que ce soit le gaz ou le pétrole, qui sont une des principales causes des gaz à émissions à effet de serre et qui sont en l'occurrence responsables du changement climatique. Et donc il y a urgence aujourd'hui à sortir des énergies fossiles. Pour ça, il y a 2 axes en fait qui sont développés par l'État. Le premier, c'est de réduire nos consommations d'énergie. Donc l'objectif d'ici à 2050, c'est de réduire d'environ 40 à 50% nos consommations. Et ça passe par 2 leviers d'action principaux. Le premier, la sobriété, donc faire tous l'effort de consommer moins. On voit que le plan de sobriété qui a été mis en place par le gouvernement l'hiver dernier a permis d'ailleurs une réduction collective de 12% de notre consommation. Donc on est capable de le faire. Donc je vous encourage à poursuivre vos efforts. Et puis le deuxième levier, c'est évidemment d'avoir une efficacité énergétique, c'est-à-dire utiliser des équipements plus performants ou alors une énergie qui a un meilleur rendement. Mais cette baisse de la consommation que l'on attend va aller de pair avec une augmentation de la production électrique qui va être liée en fait à notre décarbonation de nos usages. On appelle ça l'électrification des usages. Je vais remplacer ma chaudière au fioul par une pompe à chaleur électrique. Je vais finalement abandonner mon véhicule thermique pour un véhicule électrique. On voit bien que les prévisions, notamment celles faites par RTE, traduisent une augmentation de près de 40% de ce besoin de production d'électricité décarbonée. Donc il y a effectivement urgence à pouvoir y répondre à travers 2 leviers d'action supplémentaires, relancer le nucléaire et développer massivement les énergies renouvelables, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Et l'éolien en mer, en fait, a toute sa place dans cette stratégie. L'ambition qu'on porte, c'est qu'il puisse permettre de produire 1/4 de notre électricité d'ici à 2050, et parce qu'il a un certain nombre d'atouts. Alors l'éolien en mer, c'est d'abord en premier lieu un formidable, une productivité très importante au large de nos côtes, là où les vents sont plus forts et plus réguliers. C'est également une énergie qui a un coût très compétitif, avec un certain nombre de projets qui se sont développés à travers notamment l'Europe. On a aujourd'hui plus de 5000 éoliennes en mer en Europe. Nous, on n'en a que quelques-unes. C'est le parc de Saint-Nazaire qui a été mis en service à l'automne dernier. 48 éoliennes donc au large de cette collectivité. Et puis c'est également, j'allais dire, une énergie qui a une intensité carbone relativement faible et qui se rapproche d'ailleurs de celle du nucléaire. C'est moi qui ai pris le... Je l'ai mis dans ma poche ? Excusez-moi. Je suis un petit prestidigitateur, j'ai oublié ma zapette. Alors, c'est quoi finalement un parc éolien ? Donc, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, il y a eu une présentation rapide, mais on souhaitait rentrer un peu plus dans le détail avec le collègue de RTE. Donc, je vais vous présenter, pour ce qui me concerne, la partie parc, et Étienne vous présentera la partie qui relève du raccordement. Donc, nous, en fait, pour ce débat public, ce qu'on va souhaiter, on vous présentera les chiffres après, c'est vraiment de développer des parcs de grande puissance. En Méditerranée, aujourd'hui, on a lancé des appels d'offres pour des petits parcs de 250 MW. Là, on va cranter notre objectif avec des parcs qui auront une capacité attendue entre 1 gigawatt et 2 gigawatts. 1 gigawatt, ça veut dire alimenter environ 2 millions d'habitants. Le nombre d'éoliennes dépendra de la puissance unitaire qu'on retiendra, mais 1 gigawatt, c'est au moins une cinquantaine d'éoliennes, et des éoliennes qui ont une puissance unitaire relativement importante, avec des objets qui vont culminer sans doute au-delà des 280 mètres de haut en bout de pale. Ces éoliennes flottantes, en fait, elles sont assez proches des éoliennes posées. La différence, c'est qu'elles vont reposer sur un flotteur, et ce flotteur, il va être ancré au fond marin pour ne pas quitter sa position. Et entre chaque éolienne, on aura des câbles dynamiques électriques qui vont permettre de ramener l'électricité sur un poste de raccordement. Et je vais laisser la place à Étienne pour la suite. Oui, bonjour, Étienne Serre, je suis de RTE, Réseau de transport d'électricité. On est une entreprise publique, on a 2 missions principales. La première mission, c'est ce qu'on appelle l'équilibre offre-demande. C'est garantir que quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous ayez bien l'électricité quand vous en avez besoin. Et la deuxième mission, c'est de maintenir, exploiter et développer le réseau de transport, donc tout ce qui est ligne au-dessus de 50 000 volts. Et on a la charge en France de l'ensemble des raccordements des parcs éoliens offshore. Alors, un raccordement de parc éolien offshore, c'est quoi ? Alors, le laser, c'est lui. Voilà. On va commencer par une spécificité de ces raccordements à venir. C'est comme l'a dit Frédéric, on s'attend à avoir des puissances de 1 gigawatt ou 2 gigawatts. Et au vu de ces puissances-là,
on fera des raccordements en utilisant une technologie qui est assez ancienne, qui s'appelle le courant continu. C'est ce que vous avez dans votre voiture, mais ce qui va nous permettre de transporter des grosses puissances sur des longueurs assez importantes. Donc on va avoir ici une plateforme qui va contenir une station de conversion du courant alternatif vers le courant continu. Ensuite, des câbles sous-marins qui vont aller vers une jonction d'atterrage qui est le point de rencontre des câbles terrestres et des câbles sous-marins. Les possibilités d'atterrage sur la Méditerranée sont comptées parce qu'il nous faut de la place, c'est un chantier assez important. Donc c'est un gros enjeu pour nous de trouver des endroits où on peut faire atterrir ces câbles sous-marins et les connecter aux câbles terrestres. Après, on part vers une station de conversion qui retransforme le courant continu en courant alternatif pour se raccorder au réseau général. Et on va se raccorder cette fois-ci au réseau 400 000 volts, qui est le réseau de tension le plus élevé en France. On va viser de se raccorder au poste de 400 000 volts les plus proches de l'endroit où on aura les éoliennes. On a quand même une volonté d'amener la production là où il y a de la consommation, et en Méditerranée, le point le plus important en matière d'hausse de consommation, c'est la zone du golfe de Fos, parce qu'il y a des gros enjeux de décarbonation de l'industrie et donc des enjeux d'augmentation de puissance. Et juste, pour vous donner une idée un peu visuelle de quoi on parle, ça c'est un câble sous-marin. Alors, c'est une représentation, c'est une maquette, mais l'échelle est 1 pour 1. Ça c'est donc le raccordement d'un parc de 2 gigawatts. Et il nous faut 3 câbles comme ça, sous-marins, pour arriver à raccorder un parc de 2 gigawatts. Voilà, donc c'est gros, mais ce n'est pas non plus complètement délirant. Ça fait à peu près 15 à 17 cm de diamètre. Oui, je voulais juste présenter quand même les chiffres pour la Méditerranée. Donc vous dire qu'effectivement, aujourd'hui en France, on a environ 10 gigawatts d'éolien en mer qui sont soit en installation, soit en développement, ou qui ont déjà été identifiés sur les précédents débats. Aujourd'hui, en fait, on veut accélérer et on vise une mise en service de 45 gigawatts à l'horizon 2050. On va le faire en fait avec un changement à la fois de méthode et un changement d'échelle. Sur la méthode, gardez en tête qu'on ne va plus faire une participation du public projet par projet, comme on l'avait fait d'ailleurs en Méditerranée il y a 2 ans, mais on est vraiment sur une planification qui vise à donner au public et aux parties prenantes une participation pour avoir une vision de long terme et de moyen terme pour ces 45 gigawatts. C'est également un changement d'échelle, puisqu'aujourd'hui on a 10 gigawatts et on veut monter à 45, donc multiplié par 4. Et en termes de superficie, l'ordre de grandeur, c'est d'occuper environ entre 1 et 2% de l'espace maritime. Donc, ce qui donne aussi quand même une valeur relative à cette ambition. Donc l'ambition de ce débat, c'est finalement que le public puisse aider l'État et RTE à identifier à la fois les zones de parcs éoliens, donc où est-ce qu'on met les parcs éoliens en Méditerranée, et quelles sont les zones de raccordement qui vont permettre effectivement de ramener l'électricité à terre. Donc le gouvernement a 2 ambitions, une ambition à l'horizon 10 ans, c'est-à-dire d'identifier environ 15 gigawatts supplémentaires, puis une horizon 2050 qui permettra de compléter avec 19 gigawatts en plus. Donc pour la Méditerranée, vous le voyez, il y a un certain nombre de valeurs qui ont été proposées à l'entrée de ce débat, puisqu'au final, il y a une ambition nationale, mais comment on la répartit par façade. Donc pour la Méditerranée, ce sont les chiffres qui sont ici, et je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je terminerai en vous disant que pour aider le public à avoir cette réflexion, nous avons identifié des zones propices au développement de l'éolien, qui sont représentées ici par ces 4 espaces en mer, et en saumon ici, les raccordements qui permettront d'aller se connecter sur les points rouges, qui sont finalement les postes électriques de 400 000 volts qu'évoquait tout à l'heure Étienne. Merci. Ça fonctionne. Ah. Merci beaucoup, merci à vous 3. Donc là vous avez tout compris, on a eu un exposé assez détaillé de l'éolien en mer. Là on vous propose une petite respiration, une petite inspiration avec une artiste, avec Raviera, donc, qui est là ce soir pour nous présenter son travail et puis nous donner une lecture tout à fait différente, une perception tout à fait différente de la mer. T'as la zapette ? Pierre, voilà. Bonsoir, merci d'être là. Bon, je vais vous présenter quelque chose de très différent à ce que ça vient d'être présenté, bien évidemment.
Donc, je suis artiste plasticienne et je vous présente un peu mon parcours. Après des études en audiovisuel, j'ai fait le master en art et politique à Sciences Po à Paris avec Bruno Latour. Et puis, j'ai fait une thèse en art, en recherche et création, avec le thème comment représenter le monde à travers le rythme des océans. Et j'imagine que c'est pour ça que je suis là ce soir. Actuellement, j'ai un projet qui s'appelle Où commence la fin de la mer, qui est un emprunt du roman Océan-mer d'Alessandro Barrico. Donc, je vais mettre un peu des travaux que j'ai faits, comme ça vous pouvez les voir et je pourrai travailler. Donc, comme vous pouvez voir ici, je travaille beaucoup sur la relation que nous entretenons avec la mer, et la vague est devenue pour moi un motif qui est à la fois quelque chose qui représente l'unique, mais en même temps le multiple. Donc c'est devenu une sorte de leitmotiv dans mon travail et qui m'a amené à collaborer avec des scientifiques pour essayer de comprendre ou d'appréhender cette vague. En même temps, comme il disait aussi Federico, la mer elle représente à la fois ce qui nous isole, mais aussi un moyen d'aller vers l'autre. Donc pour moi, j'essaye d'appréhender la mer de différentes manières, avec différents moyens, soit avec la vidéo, soit avec les sculptures, soit le dessin ou des sculptures avec de l'eau, différentes techniques qui me permettent pour moi de représenter ce mouvement dans lequel nous y sommes et qui peut se voir dans la mer même si on ne le voit pas dans la terre. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Forme et Dissonance que j'ai fait pour la Fondation Vasarely et qui montre le front de mer de Canet-en-Roussillon. Donc on voit à la fois les formes organiques de la mer d'un côté et le rythme très rythmé de Vasarely qui avait fait une promenade. Et donc on arrive à To Record Water During Days, qui est mon projet que j'ai mené dans le cadre de ma thèse à Aix-Marseille Université. Et donc c'est une installation cinétique connectée aux bouées du réseau Copernicus, parce que en fait je me suis rendu compte, comme ça fait un moment que je travaille avec des scientifiques, je me suis rendu compte qu'il y avait un réseau de bouées dans la mer qui sert à monitorer l'état de la mer. Et je me suis dit, c'est intéressant de travailler avec ça, comment on pourrait travailler avec ça. Car ce que je voulais, c'était... Ouais, je sais pas si on a perdu la connexion, Pierre, pour la diffuser. Évidemment, quand on l'a testé, ça marchait. Maintenant, ça marche pas. Sinon, on peut... Voilà. Donc l'idée, c'était, je me disais comment, en fait, à ce moment-là, j'étais dans le Master SPIP à Sciences Po, je me disais comment on pouvait représenter les problèmes d'échelle globale, les problèmes de changement climatique, quand on n'a que des modèles mathématiques, qu'on n'arrive pas à les incarner d'une manière émotionnelle ou à nous représenter en tant qu'individus, quand on n'est pas scientifique, par exemple, à voir comment on pouvait incarner ce problème d'échelle globale, ces mouvements qui vont interagir partout dans le globe. Ouais. Donc on va attendre que les slides arrivent. Voilà, si on a la chance. Voilà, et donc ça, le projet que je vous présente ici, c'est une installation cinétique qui est connectée à 10 bouées dans la mer Méditerranée. Chacune des lames représente le mouvement qu'on va retrouver là où la bouée se trouve dans la mer. Voilà, maintenant on a des problèmes Internet. Ouais, je pense que c'est le réseau. Peut-être qu'on peut passer à la... Ah, voilà. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous voyez le mouvement. C'est une installation qui est faite avec des lames de métal en inox et du laiton, qui sont monitorées par une centaine de servomoteurs, avec chacun qui est connecté à une Raspberry, et toutes les Raspberries sont connectées par Internet à la database de Copernicus, à les différents points qui se trouvent dans la mer Méditerranée. Et donc là, on retrouve en quelque sorte le mouvement de la mer Méditerranée. Donc c'est une installation qui est double, donc on peut aller faire le tour de l'installation et sentir la mer Méditerranée bouger. C'est un projet de longue date. J'avais fait aussi une installation connectée à l'océan Pacifique, qui faisait 6 mètres de long. Celle-ci a fait 2,50 mètres, si je ne me trompe pas, mais elle est double. Là, on voit tout le système de la technique, on va dire, tout le système de mouvement. Voilà.
Et donc, en fait, ce que je ne vous ai pas dit peut-être, c'est que pour moi, la vague, c'est quand même la relation entre l'air et l'eau. Et en fait, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est les frontières qui sont perméables et comment on peut, en fait, on n'est pas dans un état statique, sans mouvement. Et du coup, je suis arrivée à travailler à ma dernière exposition ici à Marseille, s'appelait Lignes de désir, au château de Servières. Et je travaille tout le temps, depuis quelque temps, avec du cuivre que je vais venir oxyder avec différentes solutions à l'atelier. Mais cette fois-ci, je voulais aussi voir comment je pouvais l'oxyder par, en quelque sorte, l'impression du paysage. Et du coup, le métal que vous voyez ici, c'est une bande de cuivre qui fait 5 mètres de long. Et en fait, elle a été accrochée dans un bateau qui venait de Maroc à Marseille, et sur le ponton du bateau. Et en fait, elle a pris tous les embruns de la mer et l'eau, et ça fait toute une oxydation qui garde en quelque sorte les traces du paysage qu'elle traverse. Donc j'étais très intéressée par ce genre de procédé. Et comme on venait de parler tout à l'heure avec vous, en fait, tout mon travail artistique, il est toujours d'un point de vue de la terre vers la mer. Et là, j'avais envie d'aller plutôt dans la mer, ou voir comment la mer pouvait, depuis la mer, dans la mer, travailler. Voilà, ça c'est le prochain projet. Mais là, je vous présente d'autres œuvres. Ça, c'est Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. Et c'est le titre de la pièce, c'est un emprunt à Alain Damasio, La Horde du Contrevent. Oui. Oui. Voilà, et c'est aussi un travail sur cette idée de frontière et de métal, qui est un métal. Cette fois-ci, tout ce travail que je présente ici, c'est pour moi un travail comme si l'eau, elle était venue et puis elle s'est retirée. Et c'est ce qui reste. C'est comme des petites portions de rochers. Ça devient très rugueux. C'est le métal. Je travaille le métal, je le plie, je le déplie, je le tords. Et puis je viens l'oxyder avec différentes solutions. Il n'y a pas de pigment, c'est pas de la peinture. C'est vraiment le matériel qui crée ses propres textures. Et du coup, pour moi, c'est comme si on avait des géologies. C'est comme si on avait de la roche qui apparaissait, en fait. Je crée, mais c'est pour moi, on est dans un monde futur, incertain, dans lequel l'eau s'est retirée, c'est ce qui reste. Et puis, ça c'est moi. Je ne sais pas pourquoi je suis à l'écran maintenant. Il y a un petit problème. Voilà. Et donc il y a le projet dont j'ai parlé, le titre c'était Où commence la fin de la mer. C'est le projet de recherche dans lequel je suis engagée actuellement, et peut-être je peux trouver parmi vous des personnes qui veulent collaborer avec moi, parce que je me suis demandé s'il y avait un recul, dans l'idée du recul du trait de côte, ça avait une application pour différents collectifs. À la fois juridique, mais à la fois pour les humains, les activités humaines, mais aussi pour les entités non humaines. Et du coup, j'ai commencé à enquêter sur comment le recul de ce trait de côte avait donc des conséquences, quelles étaient, mais surtout, je me disais aussi qu'est-ce que c'était cette unité de mesure qui est le trait de côte, et comment on pouvait l'interroger de façon poétique et artistique. Donc là, c'est un projet que j'ai commencé au Mexique, où j'ai commencé à aller vraiment dans l'eau, cette fois-ci, comme je disais, dans l'eau ou dans des salins. Et j'ai commencé à travailler avec mes feuilles de cuivre ou de laiton, et que je vais froisser et immerger dans l'eau pour avoir encore une fois l'impression, le print du paysage, en quelque sorte, dans la matière. Voilà. Donc ça fait partie du travail de collecte que j'ai fait dans le cadre du projet. Là, donc, dans l'idée, c'est je fais une performance où je vais dans la mer et je travaille mon cuivre pour après faire des installations. Et ça, c'est des morceaux de cuivre qui vont être déchirés ou travaillés par le roulis des vagues. Ça, c'est du sel que je vais prendre dans les salins qui se trouvent autour. Là, on était au Yucatan. Voilà. Et là, sinon, des coquillages ou des algues ou des fibres de coco, etc., qui font finalement tous les différents éléments qui vont intervenir dans le paysage côtier. Voilà, c'est trop cool, ça va. Merci. Attendez, beaucoup. Hop, une petite vidéo avec la dernière, avec la performance. Si elle part, ça fonctionne. Ah.
Non, reviens. Ouais. Et dessus. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un travail que j'aimerais d'ailleurs refaire ici au niveau du vers Arles, dans la Camargue. Aussi, il y a des salins où je pense que la salinité de l'eau va être hyper intéressante pour travailler le métal. Et c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire parce que je trouve que ça permet d'avoir vraiment le registre du paysage dans lequel on se trouve. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Javiera Tererina Risso. Donc vous pourrez voir le travail à partir du mois de février à Châteauvert dans le Var, si vous connaissez ce lieu d'art près de Barjol. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Et donc maintenant, eh bien, c'est à vous de poser les questions que vous avez envie de poser, de réagir, de commenter. Voilà, le micro est ouvert, vous nous faites signe et on vient vers vous. Alors, une première question. Bonsoir et merci pour ces présentations. J'ai une petite question, juste pour satisfaire ma curiosité. Sur l'une des diapos, il a été montré donc, au niveau de l'éolienne que l'éolienne produit du courant continu qui est transporté ensuite, non, du courant alternatif qui est transformé en continu avant de redevenir en alternatif. J'aimerais juste savoir pour ma curiosité pourquoi cette transformation. Alors, juste un petit point de précision, je vous remercie pour votre question. On va vous demander peut-être de vous présenter voilà, avant de poser votre question. Comme ça, on sait... Excusez-moi, je m'appelle Jacqueline et je suis juste Jacqueline. Très bien, une citoyenne. Merci. Étienne Serre, vous allez répondre? Si, vous allumez. Là. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc oui, c'est plutôt du domaine de RTE, la réponse. En fait... on est, contrairement au terrestre, quand on fait un raccordement d'une éolienne en mer, on est obligé de mettre des câbles. Et il y a un phénomène d'électrotechnique pure qui s'appelle le capacitif, qui fait que sur des longueurs très importantes, avec du courant alternatif, eh bien, à la fin, il ne sort pas de courant. C'est exactement le même principe qu'un tuyau d'eau qui est percé. Et donc le seul moyen pour des grandes longueurs et des fortes puissances, c'est de passer en courant continu. Pour les premiers parcs, les parcs à 250 MW, on a pu les raccorder en alternatif à un niveau de tension inférieur, en 225 kV, et aussi parce qu'on était moins loin des côtes que ce qu'on envisage. Donc pour les parcs de forte puissance, on passe au courant continu. Et pour vous... pour achever de vous convaincre, c'est ce qui se passe partout en Europe. Tous les parcs qui seront de forte puissance, qui sont raccordés en mer du Nord, en mer Baltique, c'est tout en courant continu. Merci beaucoup. Merci Étienne. Oui, juste là. J'y vais. Bonsoir, je m'appelle Marie, je suis trésorière d'une association qui s'appelle La Fresque Océane. Et j'ai une question aussi pour l'équipe RTE. Vous avez parlé des stations d'atterrage, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez dit que ça prenait de la place. Mais du coup, ça prend quelle place? Et est-ce que c'est des endroits qui sont déjà artificialisés ou est-ce que c'est des zones à artificialiser? Merci. Alors, on appelle ça plutôt une chambre d'atterrage. C'est-à-dire c'est un ouvrage qui est maçonné, mais qui est souterrain. Une fois qu'on a fini les travaux, on ne voit plus rien. On voit simplement un petit tampon métallique pour accéder aux fibres optiques. Donc c'est un ouvrage maçonné, souterrain, une fois qu'il est fait, terminé. On va dire que ça fait à peu près allez, on va être un peu maximisant, ça va faire 12 mètres sur 3 mètres à peu près, pour pouvoir raccorder les câbles entre la partie maritime et la partie terrestre. Mais ce n'est pas des bâtiments, hein, entendons-nous bien, ce sont des chambres de jonction, comme on va trouver après sur le parcours de la liaison terrestre tous les kilomètres ou tous les 2 kilomètres.
Et par rapport à l'artificialisation, évidemment, on va plutôt chercher à les installer sur des parkings ou sur des milieux qui sont déjà artificialisés. Bonjour, Léo, juste Léo, pareil. J'avais une question pareille sur la thématique éolienne. Je voulais savoir pourquoi on privilégie des éoliennes aériennes et pourquoi on n'utilise pas le courant marin également et pourquoi c'est pas plébiscité en France et sur la Méditerranée. Alors, merci pour votre question. Effectivement, aujourd'hui, l'hydrolien, c'est le terme technique que l'on donne à cette énergie. C'est une énergie qui n'est pas encore mature au sens où on ne peut pas la développer à une échelle industrielle. Donc on est sur un phénomène de niche aujourd'hui. Donc il y a des prototypes qui sont en service en France. Il y a 2 endroits principalement où on est en train de développer ce type de solutions techniques. Mais aujourd'hui, pour vraiment franchir le mur énergétique qui nous attend dès 2030, c'est l'éolien en mer qui, parmi les énergies marines renouvelables, est placé vraiment en tête de file et qui est proposé aujourd'hui effectivement en débat. Ah, sur le facteur de charge, ça j'ai pas la réponse directe à votre question. Bonjour, je m'appelle Benoît, moi je suis ingénieur conception, conception des flotteurs pour éoliennes en mer. J'aimerais moi comprendre un peu plus précisément comment sont déterminées les zones d'implantation de ces champs-là. On a vu la zone, enfin les 4 macro-zones d'implantation en mer Méditerranée. J'aimerais savoir vraiment qu'est-ce qui a drivé cette décision. Est-ce que c'est un savant mélange de les zones de pêche, les fonds marins, les points de raccordement, qu'est-ce qui prime le plus sur ces décisions? Alors écoutez, par rapport à la définition de ces macrozones, donc tout à l'heure on vous a présenté que dans le cadre de la planification maritime, il y avait un premier document de façade qui avait été validé en 2019. Et dans ce document de façade, il y a eu en préparation un gros travail de planification de l'éolien en mer en 2018 qui a conclu à la définition de 4 grandes macrozones qui représentaient environ un peu plus de 3000 km² en mer. Pour définir ces zones, il y a eu un premier travail technique fait par l'État qui a recensé les contraintes réglementaires qui pouvaient notamment s'appliquer en matière de défense. Et ensuite, il y a un gros travail de concertation qui a été fait. Et de manière très schématique, on peut retenir 3-4 idées principales. La première idée, c'était d'avoir un accès maintenu pour des raisons de défense au grand port de la façade. Le port de Port-la-Nouvelle en Occitanie, le port de Sète en Occitanie et le grand port maritime de Marseille-Fos. Donc là, on ne pouvait pas mettre d'éoliennes sur ces grands couloirs. Vous observerez aussi, là la carte n'est pas à l'écran, qu'il y a un couloir qui a été réservé au droit de la Camargue, mais ça c'était pour accéder à des réserves stratégiques de l'OTAN qui sont présentes à cet endroit. Ensuite, côté plage, le travail de concertation a mis en évidence qu'il fallait éloigner les zones de potentiel d'au moins 16-17 km du rivage, parce que le proche côtier accueille un certain nombre d'enjeux d'usage. On pense à la plaisance, on pense à la pêche, des petits métiers de la pêche, mais également des enjeux de biodiversité, avec une présence notamment d'oiseaux qui est assez importante. Donc ça, c'était pour la partie rivage. Et ensuite, pour la partie pleine mer, eh bien, on a réservé une zone tampon de 2000 nautiques par rapport à toutes les têtes de canyon, qui sont, j'allais dire, la frontière entre le plateau continental de la Méditerranée et les abysses, pour faire un petit peu court. Donc voilà un petit peu comment ces 4 grandes macrozones avaient été définies. Et nous, à l'entrée de ce débat, on tient compte de l'enseignement du débat précédent. Sur le débat précédent, les zones qui accueilleront les 2 premiers parcs en Méditerranée ont été définies comme devant être au-delà des eaux territoriales, c'est-à-dire à plus de 12 000 nautiques du rivage, 22 km des côtes. Et donc dans les 4 macrozones qu'on propose en entrée de débat, on a donc enlevé des 4 macrozones initiales, des eaux territoriales, en disant ben voilà, c'est au-delà des 12 000 nautiques que ces parcs pourront être implantés dans ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui est une zone sur laquelle l'État côtier a des droits souverains. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une question. Oui, allez-y. Bonsoir, je m'appelle Charlie, je travaille pour une ONG qui s'appelle Pure Océan. Et j'avais une question peut-être un peu iconoclaste et je ne sais pas trop à qui m'adresser. Je voulais interroger en fait la possibilité éventuelle de définir les parcs, en tout cas les zones de parcs éoliens en mer, comme des éventuelles aires marines protégées avec un statut spécifique. Puisque j'imagine que ces zones qui seront hautement instrumentées devront probablement bannir notamment le chalutage de fond. Voilà.
excusez-moi. Moi, je pense qu'on accueille cette proposition. L'intérêt du débat, c'est effectivement d'avoir des propositions qui émanent du public. Donc moi, j'invite évidemment chacun à exprimer son point de vue. Je précise qu'effectivement, pour donner des éléments factuels, et on en a beaucoup parlé avec les acteurs de la pêche, c'est vrai que ces parcs éoliens flottants ne permettront pas la pratique des arts traînants, c'est-à-dire traîner un engin de pêche comme le chalut de fond, ou bien d'autres engins avec le risque de croche, c'est-à-dire que ces engins puissent s'accrocher soit au câble électrique interéolienne, soit au câble aux lignes d'ancrage. Donc il y a effectivement des activités qui ne pourront pas être a priori poursuivies. Par contre, sur le fait de est-ce qu'on pourra continuer à pêcher dans les parcs, il y a la possibilité, qui sera sans doute expérimentée sur les premiers projets pilotes en Méditerranée, de regarder avec la filière si on peut envisager des activités, ce qu'on appelle des arts dormants, c'est-à-dire pouvoir mettre des filets de pêche par exemple. Juste une précision sur la partie raccordement, le câble ensuite. Le câble qui va jusqu'à la terre, pardon, il est ensouillé, donc il est mis en profondeur, ce qui a une profondeur telle que c'est pas nous qui décidons, mais en général, il n'y a pas d'interdiction de pêche au-dessus de nos câbles. Donc il n'y a aucune limitation des activités au-dessus du câble de raccordement. Pardon ? Ah oui, bon, dans ce cas-là, on fait des études pour se mettre suffisamment profond pour ne pas avoir de risque de croche. Oui, bonjour, Sandrine. Moi, j'avais une question certainement pour Marion concernant les aires marines protégées et les zones de protection renforcées. Depuis, si je ne me trompe pas, c'est 2021, le président Macron a annoncé 5% de protection renforcée. Depuis, il n'y a pas grand-chose, je pense, qui a évolué. Et Marion, vous disiez que d'ici 2027, on voudrait atteindre les 5%, ces fameux 5%. Donc, comment les services de l'État l'envisagent, premièrement ? Quelle va être l'entité qui va gérer ça ? J'imagine l'OFB, mais en appui certainement avec la DIRM. Et comment ces zones vont être décidées ? Parce que ce qui était montré sur la carte, c'était beaucoup de zones au large. Et bien sûr, pour avoir une efficacité dans les zones de protection renforcée, il ne faut pas que tout soit au large dans les canyons. Alors, parce que j'ai tendance à dire que les mettre dans les canyons au large, ça serait une solution de facilité, parce qu'il y a moins d'usage, il y a moins de convoitise sur ces zones. Voilà, donc voilà mes questions. Merci beaucoup pour cette question. Je ne suis pas la plus à même d'y répondre. Donc, j'ai proposé à la préfecture maritime d'y répondre en tant que pilote. Oui, bonsoir. Donc Amélie Chardin, je suis la chef de la division Action de l'État en mer de la préfecture maritime à Toulon. Alors, à la différence du modèle terrestre, en mer, vous n'avez qu'un seul représentant, c'est le préfet maritime. Et c'est à ce titre qu'il pilote en fait la mise en œuvre de ces fameuses zones de protection forte et ces 5%. Juste un petit point de rappel, les zones de protection forte ne sont pas de nouvelles aires marines protégées, c'est juste une labellisation d'aires marines existantes. En entrée de débat, nous avons travaillé avec différents services de l'État à une projection de ce que nous pensons être raisonnable, comme il a été dit par le premier intervenant, la mer n'est plus un espace de liberté, il faut concilier les usages. Donc il y a des usages de pêche et des usages de loisirs nautiques. Il y a désormais une obligation, en tout cas des objectifs de préservation, mais tout cela doit être concilié. La carte que nous avons proposée en entrée de débat fait apparaître un petit peu plus de 7,5%, comme ça a été indiqué. Et nous proposons au public de travailler à partir de cette carte. Mais si le public a des propositions autres, elles seront étudiées, sachant que la zone en très proche côtier, c'est-à-dire entre les 0 et 3-4 000 nautiques, sont celles qui concentrent le plus d'activités. Il y a déjà des aires marines protégées, il y a déjà des zones qui sont labellisées zones de protection forte, comme l'a précisé Marion Brichet, on a déjà, entre guillemets, labellisé 0,22%, même si ça peut sembler peu. Seulement, on a un petit peu plus de 7000 km² à trouver. Donc, il est évident que ça ne se fera pas que en proche côtier. Ce sera un mix. Ce sera un peu comme le mix énergétique.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a une question au fond. Oui, bonsoir. Merci pour vos présentations. Je suis Bertie Lefebvre de l'association Women for Sea. Et je trouve que la présence de Raviera ce soir n'est pas du tout anodine. Du coup, j'avais une question peut-être pour vous tous. À quel point vous pensez que c'est possible d'inclure l'art et d'autres formes de communication dans cette discussion, dans ce débat pour répondre à la question aussi, comment penser ensemble le futur de la Méditerranée? Est-ce qu'on peut inclure aussi des sciences humaines et sociales, de l'art, d'autres types de points de vue? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé, par exemple au sein de la DIRM ou d'autres institutions? Merci pour la question. J'apporte un partie de la réponse au moins. Je pense que les sciences sociales, ça a un entrée très importante pour gérer l'environnement parce que pour la faire simple, on peut connaître très bien l'environnement, mais l'environnement il se gère tout seul. Si on veut protéger l'environnement, il faut comprendre l'humain. Et c'est là que les sciences sociales ont un rôle hyper important. Et je pense qu'à niveau de la recherche, c'est quelque chose qui est en train de devenir plus présent et on est en train de prendre conscience de l'importance des sciences sociales, comprendre l'humain pour comprendre comment on peut coexister avec les milieux naturels d'une façon intelligente. Et par rapport à l'art, peut-être Javiera. Peut-être Raviera. En fait, je pense que la question est plutôt adressée au pouvoir public plutôt qu'à moi. Donc, je laisse la parole ici à mes collègues à côté. Alors, il ne s'agit pas de donner le micro les uns après les autres, mais j'ai entendu en tout cas dans la question, c'est comment on pouvait faire entrer l'art et les sciences sociales dans le débat. Et nous, en fait, ce n'est pas l'État qui organise le débat, c'est la commission particulière du débat public. Donc peut-être que Étienne ou ses collaborateurs pourront nous dire... Bonsoir à tous, je m'appelle Étienne Balland, je suis le coordinateur du débat public sur la façade Méditerranée. Merci beaucoup Monsieur Autric de ce petit renvoi de balle. Alors ce qui est certain, c'est que dans le débat public, en fait, on cherche à ce que toutes les expressions soient possibles et à ce que chacun choisisse aussi son mode d'expression. C'est-à-dire qu'on a forcément des discussions un peu techniques où il s'agit d'argumenter sur un registre scientifique, technique pour démontrer des choses. Mais ça n'épuise pas la totalité des arguments. Et on a des arguments aussi qui sont de l'ordre de l'affect, par exemple. Si je pense que l'éolienne, c'est pas beau, eh ben, j'ai le droit de le dire. C'est peut-être pas démontrable scientifiquement, mais ça fait complètement partie du débat. Et la collectivité que nous sommes tous, elle a le droit de réfléchir et de prendre des décisions aussi en fonction de ce qu'elle estime être beau ou pas beau. Voilà, ça, c'est un point important. Et la dernière chose, c'est que pour faire un bon débat public, enfin, je crois, en tout cas, on a besoin pas seulement de parler des faits, effectivement, mais aussi d'affronter ces questions de représentation. Ça veut à la fois représentation que peuvent nous proposer les artistes, les écrivains de toutes sortes, mais aussi les représentations sociales qu'on a dans nos têtes des choses. Et un débat, c'est aussi fait pour comprendre. Quand on parlait à l'instant de zone de protection forte, qu'est-ce que c'est que la biodiversité marine? Aujourd'hui, vous avez tous des images en tête de ce que c'est que la biodiversité marine. C'est peut-être le grand dauphin, c'est peut-être... ce qui est visible de la biodiversité marine, mais c'est peut-être pas cette biodiversité qui est aussi importante, ou peut-être qu'il y a plusieurs choses qui sont derrière, et derrière les images, il y a en fait des réalités, et vraiment le débat public, c'est une façon pour tous de partager aussi ces images, voilà, et de pouvoir en débattre. Donc je m'arrête là, mais c'est un point important. Je pense que sur l'éolien, c'est très important, et aussi sur des choses très concrètes, pendant un tout petit point, parce qu'en fait, ces représentations, elles ont des impacts réels. Ce qu'on perçoit de l'éolien, ça va être aussi peut-être une façon de dire, je ne vais plus venir en vacances à cette station balnéaire qui est en face des éoliennes, ou au contraire, je trouve ça tellement beau que je vais venir en vacances à cette station. Et donc ça a derrière des conséquences tout à fait concrètes, les représentations. Ce n'est pas juste du discours en l'air. Merci. Peut-être juste pour répondre aussi un peu à la question, parce qu'elle a été quand même adressée à la DIRM au départ. Je me suis un peu échappée, mais entre-temps, j'y réfléchis. On a utilisé une certaine forme d'art lors de l'organisation d'un forum sur les mouillages en Méditerranée, où en 2022, on a fait appel à un illustrateur de propos
qui dessinait au fur et à mesure ce que les gens disaient, aussi bien sur scène que les questions qui étaient posées dans la salle. Et finalement, ça a permis aussi de parler des mouillages autrement qu'avec des présentations PowerPoint ou qu'avec des discours que vous pouvez avoir les uns et les autres. Et ces dessins ont été faits et aujourd'hui sont exposés à la DIR, mais aussi on les a mis sur les actes du forum et on les utilise très régulièrement parce que ça permet d'illustrer les choses d'une manière un peu plus simplement que ce que nous avons l'habitude de dire avec des mots qui sont un peu trop techniques parfois. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Ma question, c'est la durée de vie d'un parc éolien flottant comparé par exemple à une centrale nucléaire. Alors aujourd'hui, dans la matière, au niveau de la filière, excusez-moi, éolien en mer, on est sur des parcs qui pourraient avoir une durée de vie, pour reprendre votre terme, environ de 25-30 ans. À comparer, effectivement, vous évoquez le nucléaire, où on est sur des périodes un peu plus longues. Et donc ça reste malgré tout une énergie compétitive par rapport au prix du mégawattheure qui pourrait être proposé par les différents candidats aux appels d'offres qui seront lancés si d'aventure ces parcs voyaient le jour à l'issue de ce débat. Donc on est sur une trentaine d'années. On a un retour d'expérience. On a un retour d'expérience à ce sujet. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les premières éoliennes en mer l'ont été en 1991. Alors évidemment, elles n'avaient pas la puissance unitaire de celle qu'on envisage aujourd'hui, mais il y a effectivement un premier parc qui a été démantelé. Alors après, je crois, une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, avec l'amélioration de la technique finalement, et de la capacité à résister à la fois aux éléments, que ce soit les éléments physiques ou marins, on est sur des périodes de cet ordre de grandeur d'une trentaine d'années. Sur des parcs d'éoliennes flottantes. Alors, l'expérience que j'évoque effectivement, c'est sur des parcs posés. Les premières éoliennes en 1991, c'est les parcs posés. La technologie du flottant, c'est une technologie sur laquelle on n'a pas ce retour d'expérience-là, pour répondre concrètement à votre question, puisque c'est une technique qui est en train de se développer. On a plusieurs projets pilotes au niveau mondial qui ont été mis en place. On l'a visité jeudi dans le cadre de ce débat public, les fermes pilotes portées par EDF qui s'appellent Provence Grand Large. Et effectivement, dans les prévisions, en tout cas des industriels, on est sur cette période de 30 ans aussi pour les parcs flottants. Excusez-moi, avant que la question suivante reprenne, la question portait aussi sur la comparaison avec le nucléaire. Est-ce que vous pouvez donner les ordres de grandeur des durées de vie des centrales nucléaires? Parce que je crois que monsieur, c'était ça que vous vouliez savoir. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout un chacun en tête qu'on annonce souvent une durée de vie de 40 ans. Ensuite, il y a des fois des capacité à pouvoir prolonger un peu la durée de vie des centrales nucléaires. J'ai en tête qu'aux États-Unis, ils arrivent à aller jusqu'à 60 ans. Bon, dans le travail qui a été fait par RTE sur les futurs énergétiques 2050, un rapport qui a été produit il y a 2 ans maintenant, il y avait effectivement des hypothèses sur la fermeture progressive du parc existant. Et ce qu'on s'apercevait, c'est qu'on avait un mur énergétique en 2030-2035. Et c'est là que l'éolien en mer a quand même une puissance, c'est qu'on va être en capacité de pouvoir faire ces projets sans doute plus rapidement que de nouvelles centrales nucléaires. Donc je l'évoquais tout à l'heure, il y a le plan de relance du nucléaire avec 6 parcs qui ont été décidés. Mais bon, il faut pouvoir à la fois, les faire vivre dans l'acceptabilité, dans les processus de concertation et ensuite les développer. Bon, sur l'éolien, on sera un peu plus rapide. Bonsoir, moi c'est Victor. Si on veut baisser la production de CO2 dans l'atmosphère, gagner en sobriété, en fait, il faudrait trancher dans l'art peut-être. Et peut-être la première chose à enlever, ça serait les paquebots de croisière et les yachts. Ça nous éviterait de manquer d'autres choses avant. Alors, je ne sais pas qui peut répondre ou si ça nécessite une réponse ou un commentaire, Marion. Ça ne nécessite pas un commentaire parce que c'est un point de vue qu'on prend pour le débat public. Alors, ce que je peux vous dire sur les croisières, c'est que vous avez vu les chiffres que j'ai donnés. La croisière se développe. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de clients qui demandent à partir en vacances en croisière. Alors, visiblement, c'est pas le choix de tout le monde, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire des croisières en vacances. Alors, vu qu'en Méditerranée, on a une zone où on accueille beaucoup de navires de croisière, tout à l'heure je l'ai dit, c'est presque 1700 navires qui ont débarqué en escale sur nos ports méditerranéens, aussi bien en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie aussi, et en Corse. Donc, on a voulu aller faire en sorte que les amateurs de la croisière aillent plus loin que la réglementation. Donc, pour ça, on a signé une charte
avec les 24 armateurs de croisière et l'État français, où on demande aux armateurs de s'engager au-delà de la réglementation sur la protection des herbiers de Posidonie, pour limiter les collisions avec les cétacés. Ça, c'est un gros enjeu vis-à-vis des mammifères marins. On leur a demandé aussi de s'engager pour réduire leur rejet de déchets liquides et solides, pour émettre moins d'émissions atmosphériques et également pour mieux sensibiliser les passagers, qu'on appelle les croisiéristes, aux enjeux méditerranéens. Donc vous allez me dire que c'est une charte, ça reste une charte, c'est pas contractuel, c'est vrai. Néanmoins, on va plus loin et on audite les navires pour vérifier qu'ils ont bien respecté leurs engagements. Quand je dis on, c'est la DIRM avec un organisme certificateur. Et donc cette année, en 2023, on a audité 12 navires, parce que c'est la première année de mise en œuvre, donc 12 c'est déjà pas mal, où on a été sur les navires, on a été fouillé dans les zones de stockage des déchets pour voir comment étaient triés les déchets à bord. On a été regarder tous les papiers où ils signalent les différentes émissions atmosphériques qu'ils dégagent. Donc on a été vérifier tout ça. Et aujourd'hui, les navires qu'on a audités ne sont pas tous à 80% ou 100% bons dans leurs engagements. Il y a encore des démarches à faire. Mais voilà, on est vraiment dans une démarche on leur demande d'aller plus loin que la réglementation. Et voilà, comme je l'ai dit, il y a 24 compagnies qui ont signé. Il en reste encore une quinzaine qui n'ont pas encore signé, mais ce ne sont pas les principaux qui viennent sur notre façade. Du coup, un tout petit point, monsieur Victor, je crois, pour vous dire que jeudi soir, donc dans cette escale du débat public à Marseille, on a un temps fort où on va prendre le temps d'approfondir un certain nombre de sujets. Et parmi ces sujets, jeudi soir, entre 17h et 20h, on aura 2 heures de travail sur précisément la question que vous avez posée, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est de la navigation en général et des croisières en particulier. Le titre de l'atelier, ça s'appelle « Des bateaux dans la ville », point d'interrogation. Où on en est sur ce point, quels sont les effets, le bilan aussi qu'on peut tirer, environnemental, économique, de ces activités, quelles sont les initiatives que peut prendre l'État, et plus généralement, qu'est-ce que pense la collectivité, les citoyens, qu'est-ce qu'ils pensent de ce développement des croisières. On aura ce débat à Marseille jeudi soir, et si vous voulez faire le voyage, on l'aura également à Ajaccio au tout début du mois de février, parce que c'est aussi une ville qui est très fortement concernée, et peut-être à Cannes début mars. Donc voilà, on essaye vraiment de traiter ce sujet des croisières en profondeur. Venez jeudi soir à 5h au World Trade Center, parce qu'on aura le temps d'aller dans le détail. Bonsoir, vous m'entendez? On a une question sur les déchets plastiques. Ah. Vous m'entendez? Oui, sur les déchets plastiques. Ouais. Moi, ma question aussi porte sur les déchets. La question est pour Federico. Est-ce que la planification à l'échelle locale, c'est une solution justement pour mieux prendre en compte le lien terre-mer? On a beaucoup d'acteurs ce soir, on n'a pas forcément des acteurs de la métropole, à moins que j'ai oublié quelqu'un, des gens de la ville en fait, des gens qui travaillent aussi sur ces émissions de déchets dont Marion a parlé, puisqu'on est sur une pollution très importante sur notre façade. Donc par exemple à l'échelle de Marseille, ce lien terre-mer qui est peut-être difficile à prendre à l'échelle d'une façade, est-ce que c'est la solution justement de travailler à ton échelle? Bon, c'était la synchronicité parce que c'était exactement les mêmes questions qui allaient être posées au même moment. Merci pour la question. Et première chose, la planification en tant que démarche des politiques publiques, ça dépend beaucoup aussi des volontés politiques. Mais c'est clair que, pour moi au moins, je pense qu'en théorie, s'il y a la volonté politique, cette démarche, si elle est développée à une échelle locale, si elle est déclinée à un niveau local, c'est là où on peut voir un changement direct par rapport à la gestion, par exemple, des déchets sous la côte. On est sur la plus grande intercommunalité française de la Méditerranée, à Marseille. Et on a une métropole qui a été créée très récemment. Moi encore, je suis chercheur, je ne travaille pas pour la collectivité, mais potentiellement, ça pourrait être la métropole à pouvoir avoir une gestion cohérente des soucis comme ça peut être les déchets en mer, qui, je pense, en tant que citoyen marseillais, c'est clair que c'est en priorité abordé. Et certainement, la planification en mer, ça doit dialoguer avec la planification à terre. On ne peut pas déconnecter les deux démarches.
Merci Frédérico. Je vais vous laisser la parole. Bonjour, je m'appelle Marie, je fais partie de la marine marchande, mais je suis aussi chargée de mission en environnement. Et donc j'ai participé à un atelier en 2019 justement sur les éoliennes à 7. Et je me demandais si j'entendais bien, c'est que le projet va durer 30 ans. Alors je vais le dire avec mes mots, hein, mais si dans ce temps-là, on allait avoir comme des sortes d'évaluations de mi-parcours, et est-ce qu'on aurait accès aux résultats en fait qui seraient publiés par la suite, pour voir un petit peu dans le temps comment ça se passe. Merci. Voilà. Par rapport au projet d'éolien en mer, donc il y a un processus que vous connaissez sans doute, c'est l'évaluation environnementale de tout projet d'infrastructure, qui prévoit notamment que les porteurs de projets puissent élaborer des études d'impact qui sont soumises à une autorisation environnementale délivrée par l'État après enquête publique et avis d'une autorité environnementale indépendante. Lorsque l'État délivre les autorisations, ça a été le cas pour les fermes pilotes de Méditerranée, à la fois celle au large de Fos-sur-Mer dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi pour les 2 fermes pilotes occitanes qui seront mises en service pour leur part d'ici 2025, les arrêtés délivrés par les préfets prévoient un certain nombre de mesures de suivi qui sont à la charge des développeurs d'éoliennes. Donc dans ces mesures de suivi, il y a notamment des protocoles qui sont prévus sur les 2-3 premières années de l'éolienne, mais ensuite régulièrement qui prévoient de pouvoir effectivement capitaliser les connaissances sur le suivi environnemental de ces projets. Donc l'idée pour nous évidemment, et ce sera sans doute l'occasion dans ce débat de faire le lien entre le retour d'expérience que ces fermes pilotes pourront amener et le développement des projets dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle communément dans notre jargon les projets commerciaux, au sens où ce sont des unités de production assez importantes. Donc on pourra revenir sur effectivement ce lien qu'il y a entre ces fermes pilotes qui vont permettre de nourrir ces projets commerciaux, mais on est bien dans l'idée de pouvoir acquérir de la connaissance. Et je terminerai juste en rappelant qu'il y a 5000 éoliennes en mer en Europe, plutôt posées, pour 99,9% d'entre elles, et pour lesquelles, dans certains pays, on a des suivis qui ont été faits pendant plusieurs dizaines d'années, je pense notamment par nos amis belges, et qui permettent de documenter un certain nombre de connaissances sur l'effet des parcs sur la biodiversité. Alors après, quand on a effectivement des études environnementales, on doit les déposer sur le site de données accessible en ligne qui s'appelle données bio. Enfin, il y a bio dedans. Je ne voulais pas dire éol bio parce que ça fait penser aux éoliennes, mais effectivement, on a une obligation de communication. Alors, bonjour, moi je m'appelle Anna, je suis membre de l'association Risque Architecture Workshop et on travaille beaucoup en Camargue en ce moment. Et l'un de nos sujets, c'est les risques liés au réchauffement climatique. Et je voulais savoir comment vous prenez en compte dans ces projets d'éoliennes flottantes les risques liés au réchauffement climatique, notamment le risque de submersion marine. Donc, déjà, dans un premier temps, gardons en tête qu'en Méditerranée, on est sur une mer donc, qui n'est pas l'océan. Donc on a un marnage, c'est-à-dire une évolution du niveau de l'eau qui est évalué entre 0 et 40 cm. Il y a effectivement, vous l'avez rappelé, et je crois que la Commission a prévu d'ailleurs d'organiser le débat sur des sujets comme l'érosion du trait de côte qui concerne une grande partie de notre façade. Bon, nous, l'éolien qu'on prévoit en Méditerranée, c'est de l'éolien flottant. Donc par nature, l'éolien flottant, ça veut dire que le flotteur flotte sur les flots. Il a un système d'ancrage qui lui permet effectivement de subir les mouvements verticaux et horizontaux de la plateforme qui suit finalement, j'allais dire, la houle. Alors, ce n'est pas une coquille de noix qui bouge, on est quand même sur des objets assez massifs. Et donc, dans les études qui seront effectivement diligentées par les porteurs de projets, l'élévation du niveau de la mer sera intégrée. Mais c'est vrai que, compte tenu de cette technologie flottant, on va suivre finalement l'élévation du niveau de la mer pour la partie parc. Après, il y a la partie raccordement et l'atterrage sans doute. Oui, côté raccordement, on est évidemment soumis au réchauffement climatique et aussi aux phénomènes naturels type érosion, etc. Donc, typiquement, la localisation de la chambre d'atterrage, on la met suffisamment en recul de la côte pour intégrer le recul du trait de côte. En Méditerranée, ce n'est pas forcément majeur, mais quand on va sur la côte atlantique, ça peut être une cinquantaine de mètres. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est important. Ensuite, pour les risques de submersion, le câble en lui-même, il est étanche, même le câble terrestre, donc c'est pas dramatique. Et troisième point,
on intègre le réchauffement climatique dans le dimensionnement thermique de nos câbles, parce qu'on sait que le sol risque d'avoir une élévation de température aussi. Donc on essaie d'anticiper au maximum possible l'impact du réchauffement climatique sur nos infrastructures. Bon. Bonsoir. Ici. Bonsoir, je m'appelle Agathe. Je travaille dans le domaine de la médiation scientifique et de l'éducation populaire. Et j'aurais une question pour Ravira, peut-être dans un premier temps, et puis aussi Federico. Est-ce que vous avez un avis sur votre place au sein du... Ici, pardon. Est-ce que vous avez un avis sur votre place au sein de ce débat, en fait, la place des artistes et la place des chercheurs dans ce qui est en train de se dérouler ce soir, et est-ce que vous avez aussi un engagement, quel qu'il soit, dans ce débat-là? Alors, en ce qui me concerne, je suis peut-être pas du tout au courant de tout ce qui allait se discuter ce soir, déjà. Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec tout, évidemment. Je découvre, comme peut-être la plupart d'entre vous. Je pense qu'il est important qu'il y ait des représentations des enjeux sociétaux par les artistes qui accompagnent en général l'histoire, l'écriture de l'histoire. On le voit à travers les œuvres d'art. Alors, je suis quelqu'un qui est convaincu que les institutions doivent travailler davantage de manière transversale et pas dans des institutions fermées, mais plutôt collaboratives avec d'autres entités. Et dans ce cadre-là, je pense que que l'artiste a une place pour pouvoir travailler et pour être des fois le traducteur dans ces institutions qui sont souvent très fermées et qui ont du mal à collaborer avec d'autres, même... on va dire, institutions qui sont de leur propre domaine, on va dire. Donc, je pense que la place de l'artiste est là pour pouvoir trouver des mots ou des manières de trouver un terrain d'entente, de dialoguer. Maintenant, si j'ai un engagement politique par rapport aux éoliennes, non. Voilà, merci. Merci pour la question. Et moi, en tant que chercheur, déjà, j'ai une position, je pense pouvoir dire, assez indépendante. Je suis financé pour l'université et j'ai un peu la chance de pouvoir réfléchir au sujet et dire ce que je découvre à travers ma recherche. Et en mon temps, je trouve important de communiquer. Déjà parce que c'est une thématique très actuelle, la gestion de la mer, la gestion durable. Et je trouve hyper intéressant en tant que chercheur, en tant que citoyen aussi, vulgariser le fait que la planification de l'espace maritime est quelque chose qui est en train d'être fait pour la première fois. Et c'est important, je pense, en tant que citoyen aussi, de s'approprier parce que la mer, ça reste un bien commun à partager, comme j'avais un peu introduit. Et la planification, c'est un peu une entrée pour décider, c'est l'État qui décide, mais pouvoir avoir un regard, une voix pour définir où peut-être la place du citoyen, la place de l'éolienne, des renouvelables, des entreprises, ou peut-être éviter que la place des citoyens, ce soit la place des entreprises. Je pense que c'est une chance importante. La planification qui est une démarche adaptative, du coup ça va être adapté à fur et à mesure. On est au deuxième cycle en France voilà, je pense que c'est une démarche qui a une importance pour les citoyens et voilà, et après en tant que chercheur, je pense qu'on a un peu les devoirs à communiquer de ce qu'on connaît et faire partie des... c'est un peu une opportunité de pouvoir communiquer faisant partie de ce débat public. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonsoir. D'abord, merci pour vos exposés. Je suis Jean-Régis Yétin, ancien président de l'association Bout de Mer à Marseille. Voilà, j'ai juste deux petites questions concernant les éoliennes. Vous avez parlé des différents modes de transmission. Vous ne nous avez pas exposé la capacité
à pouvoir stocker cette énergie qui est forcément liée aux modifications climatiques et au vent, et donc que vous utilisez directement au niveau de la production et au niveau de l'usage. Donc si on arrive à stocker, on n'aura peut-être pas les mêmes configurations de câbles. Et ma deuxième question est liée sur le mode de ce que vous présentez aujourd'hui en termes de liaison électrique. Est-ce qu'on peut avoir une estimation du rendement entre la production et l'usage, quoi? Très simplement. Merci. Monsieur Serre ou Monsieur Autric? Ça se concerte. Ah ben c'est Marion finalement. Moi, ce que j'ai en tête par rapport à votre question, la première question, donc sur le stockage de l'énergie. Donc, alors là, je parle un peu pour la place de RTE, mais ce n'est pas un souci. Dans l'étude énergétique, future énergétique 2050, ce qui était annoncé, c'est que donc on avait besoin de cette électricité décarbonée et que les énergies renouvelables pouvaient être acceptées, j'allais dire, dans le système collectif, sans besoin de stockage complémentaire jusqu'en 2035. Mais qu'en revanche, pour la période 2035-2050, il y avait effectivement besoin de développer des systèmes de stockage. Donc il y avait plusieurs pistes d'action qui étaient définies, mais toutes les solutions technologiques n'existent pas aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a effectivement besoin, on évoquait tout à l'heure la place des chercheurs dans le débat, mais il y a aussi dans l'action, au-delà de ce débat par la suite, pour pouvoir justement développer ces solutions de stockage qui permettront de développer massivement les énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Et ensuite, sur les rendements entre la production et finalement l'utilisation de l'énergie, peut-être je laisse la place à Étienne. Sur tout ce qui est transport et distribution d'électricité, le taux de perte est relativement faible. Alors je ne parlerai pas pour mes collègues de la distribution parce que je ne connais pas leur taux de perte, mais nous c'est de l'ordre de 3% à peu près, 2 à 3% de l'énergie transportée. Donc c'est pas monstrueux. Là où les rendements peuvent être éventuellement plus faibles, c'est à la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique et après en conversion de l'énergie électrique dans l'usage dont on a besoin, un moteur, une plaque, un four, etc. Mais sur la partie transport, on a un rendement qui est vraiment très très bon. Merci. Allez-y, normalement ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Donc, je me suis pas présenté tout à l'heure, Pierre Ivardi du WWF, donc ONG Protection de l'Environnement. Alors là, je vais poser une question sur l'impact du réchauffement climatique, mais pas du point de vue du CO2, et donc avec toutes les questions qui ont été abordées sur l'éolien en mer, mais plutôt d'un point de vue de la biodiversité, puisqu'il y a une Méditerranée qui se réchauffe en ce moment. Et donc il y a des écosystèmes qui sont en train de s'adapter, qui évoluent plus rapidement qu'on le pense. Donc c'est plutôt une proposition de prendre en compte ce réchauffement climatique dans la planification. Et donc c'est déjà de savoir comment on peut mobiliser la communauté scientifique pour intégrer ce réchauffement climatique, donc des écosystèmes qui sont en train de changer. Aujourd'hui, cette année, on a eu aussi encore des mortalités assez importantes de gorgones avec des canicules sous-marines. Donc l'objet de ma intervention, c'est de rappeler qu'il y a un réchauffement climatique et de savoir dans les prochaines années, en tout cas dans tout cet exercice de la planification, s'il était possible de le prendre en compte. Donc, voilà. Je peux répondre? Merci pour cette question complexe. Alors, le changement climatique, ce n'est pas un objectif à proprement parler d'un document stratégique de façade. Néanmoins, il est transversal et finalement, on le retrouve dans tous les objectifs, aussi bien les objectifs sur l'état écologique que sur les objectifs sur les pressions. Par exemple, comme vous l'avez dit, sur la mortalité de gorgone, c'est quelque chose qu'on suit de très près, qu'on prend en compte notamment dans le cadre de la stratégie sur les sites de plongée sous-marine. Et aujourd'hui, par rapport à ce que nous ont présenté les scientifiques, et notamment Septentrion Environnement, qui est donc un bureau d'études notamment marseillais, ils nous ont donc alerté sur le fait que notamment les gorgones avaient
avait largement réduit suite au réchauffement des eaux, mais aussi le corail rouge. Et qu'aujourd'hui, le corail rouge, il est aussi sous pression, notamment dans les grottes à corail qu'on connaît bien dans les calanques à côté de chez nous, où il y a beaucoup de plongeurs qui viennent dans ces grottes et l'impact des bulles contribue aussi, en plus du changement climatique, à vraiment limiter leur développement. Donc finalement, le changement climatique, on le voit sous différents angles et aussi, ça fait partie des perturbateurs que l'on prend en compte pour essayer de réguler les activités maritimes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, oui. Oui, bonsoir, Francis. Moi, je voulais revenir sur les 5% de zones de haute protection. Donc, j'ai compris que ce n'était pas des aires marines protégées, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'on y protégeait, comment on les protégeait et comment on pouvait penser la qualité de ces zones si elles n'étaient pas littorales, là où se situe le maximum de la vie, ou sur les talus continentaux, mais plus au large, et quels étaient leurs intérêts. Merci. Alors, je propose de répondre au tout début de la question, puis je laisserai ensuite la préfecture maritime compléter. Je reviens juste sur la définition. Ça a déjà été dit par la préfecture maritime. Une zone de protection forte, c'est une labellisation. Ce n'est pas une aire marine protégée. Une aire marine protégée, par exemple, c'est le parc national des Calanques, qui est une aire marine protégée dans laquelle il y a certaines zones où la réglementation est suffisamment forte pour limiter les impacts des activités sur la biodiversité marine. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine, et un peu plus, de zones de protection forte qui ont été labellisées, qui représentent 0,22%, comme ça a déjà été dit. Et donc, on doit arriver à 7000 km². Et je laisse la préfecture maritime compléter. Sans rentrer dans la technique et le réglementaire, les zones de protection forte ont été définies. Elles ont été définies par décret. Et globalement, ce qu'on appelle une zone de protection forte, c'est une zone où il y a un corpus réglementaire, effectivement, qui permet de réduire des pressions. C'est une zone où il y a un système de contrôle, donc de cette réglementation. Et enfin, c'est une zone qui bénéficie d'un document de gestion, c'est-à-dire qu'elle s'intègre ou elle est autoportée dans le cadre d'un document global. Une fois qu'on a tous ces éléments, on tend vers une appréciation au cas par cas, même si on peut supposer que certaines activités seraient potentiellement incompatibles ou alors difficilement compatibles. Tout l'enjeu est de savoir maintenant ce qu'on veut y mettre. Mais je rappelle qu'on doit atteindre 5%, donc il nous faut ces milliers de kilomètres carrés. Donc 5%, même si c'est pas grand-chose, quoi, à l'intérieur. On n'a pas entendu votre conclusion. Non, je disais, donc pour avoir 5%, ça peut être juste des zones sur lesquelles, je ne sais pas quoi, la pêche serait autorisée, qui serait... C'est difficile de comprendre ce qui peut se passer. On comprend qu'il y a un document de gestion, mais il n'y a pas d'exemple dans ce que vous dites. Je vais vous donner un exemple. Vous avez le parc national des Calanques. Dans ça, ce parc national, il y a 7 zones de non-prélèvement, donc qui sont des zones totalement interdites à la pêche, notamment. Ces zones ont été labellisées zones de protection forte. Et en projet, il y a la labellisation du cœur marin du parc national, puisqu'aujourd'hui, il y a un empilement de réglementations, réglementation de la pêche de loisirs, réglementation de la pêche professionnelle, réglementation des activités commerciales de location, qui font qu'on pourrait penser que ce cœur marin pourrait être labellisé zone de protection forte. Je vais vous donner un autre exemple un petit peu plus au sud, qui est la réserve nationale des Bouches de Bonifacio. Les réserves marines, au sens du décret, basculent automatiquement en zone de protection forte. Je vais vous donner un dernier exemple. La réserve marine de Cerber-Banyuls à la frontière espagnole, elle aussi, est labellisée zone de protection forte. Donc là, on a 100% de corrélation entre aire marine protégée et zone de protection. Et donc ça veut dire que les prochaines zones de protection seront des aires marines protégées, finalement. C'est-à-dire qu'on est...
Bon, on va peut-être arrêter là. Oui, vous allez pouvoir poursuivre les échanges après. Je crois qu'il y avait une question, j'ai vu un... Voilà. Oui, je voulais rebondir encore sur cette question, désolé. Je ne pense pas que ce soit une question où on aurait tout épuisé là-dessus. La France a signé les accords de Montréal, Kunming-Montréal, il n'y a pas si longtemps que ça, où on s'est mis d'accord à l'échelle internationale sur une protection forte de 30% de nos surfaces marines. Ça m'étonne d'entendre qu'en fait on s'accorde sur un 5% à l'échelle française alors on s'est mis d'accord sur 30% à l'échelle internationale. Et en fait je voulais interroger encore une fois ce choix par rapport à... Donc on est dans une période apparemment on détermine... on a une volonté de démarche, de planification de l'espace. Aujourd'hui, c'est largement documenté que les espaces naturels dans un bon état de fonctionnement écologique proposent sont des solutions fondées sur la nature, notamment vis-à-vis du changement climatique. Et aujourd'hui, je m'interroge pourquoi est-ce qu'on accepte de limiter autant cet objectif à 5% alors qu'à l'international, c'est 30%. Voilà. 5% est l'objectif en Méditerranée. Les autres façades maritimes ont également des pourcentages. Quand on parle de 30%, ce n'est pas que maritime, c'est terre et mer. Merci beaucoup. Étienne, vous voulez ajouter quelque chose et après j'arrive. Oui, merci beaucoup. Merci pour les questions. On voit bien qu'on ne va pas épuiser ce soir le sujet des zones de protection forte. C'est un sujet qui est à la fois assez technique et c'est un sujet qui est aussi un sujet pas seulement de localisation mais de stratégie. Donc je voulais juste insister sur ce point. La semaine prochaine, on a ici au même endroit à la même heure un débat exactement sur ce sujet. Très précisément. Donc on va pouvoir aller au fond des choses. La préfecture maritime sera également présente, l'ensemble des acteurs seront présents et on pourra aller peut-être un peu plus au fond de ces sujets, mais c'est déjà très intéressant de les voir. Je voulais ajouter un point. L'État vous a fait part, la DIRM comme la préfecture maritime, de ses intentions et des chiffres, monsieur, qui venait de poser une question, qui discutait avec monsieur Hardy, là. Il ne m'écoute pas. Monsieur qui venait de poser une question, je m'adresse notamment à vous, merci. Pardon, juste pour dire que le chiffre, ce que vous dites là, c'est parfaitement entendable dans le débat public et en l'occurrence, les 5%, ce n'est pas une loi d'airain, c'est absolument pas aujourd'hui une décision au sens réglementaire ou légal. C'est une intention de l'État qui met au débat public une volonté de 5%. Et dans un débat public, on débat de tout, de l'opportunité de ce chiffre, du pourquoi de ce chiffre et du comment de ce chiffre. Si vous estimez que 5% c'est pas assez, on peut parfaitement l'entendre et si à la fin du débat public, un grand nombre de personnes le disent, eh bien, un des résultats du débat public, ce sera qu'effectivement, peut-être, on peut envisager d'aller au-delà, peut-être pas au même terme de temps qui a été évoqué, qui était 2027, mais ça, c'est à discuter. Donc, tout est discutable et vous avez tout à fait raison de poser ces questions. Je vous invite simplement pour l'approfondissement, la semaine prochaine, on ira vraiment dans le détail de ces choses-là. Sachez simplement que dès aujourd'hui, la carte qu'a produit l'État, elle est un petit peu au-dessus. La carte que l'État juge, vous l'avez dit, Madame Chardin tout à l'heure, raisonnable, je crois que c'est le mot que vous avez employé. C'est au-dessus, on est à un peu plus de 7% de mémoire, à quelques virgules près. Donc voilà, le débat est ouvert, y compris sur le chiffre. Il n'y a aucun problème pour en discuter. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, le débat est ouvert. Vous pouvez donc tous y participer. Vous êtes invités à y participer. Je crois qu'on est arrivé à la fin des questions. Je vais proposer à Mathilde de la CNDP de venir conclure avec moi ce bar des sciences. On vous donne rendez-vous mardi prochain, évidemment, pour la 3e édition. Mais d'ici là, il y a 2 autres rendez-vous cette semaine à Marseille. Oui, effectivement, il y a 2 autres rendez-vous sur lesquels on vous invite fortement à venir. Et donc, c'est jeudi soir, ce sera au World Trade Center. Ce sont des ateliers thématiques. Il y aura 4 thématiques qui seront présentées, dans lesquelles vous pourrez du coup participer à 2 d'entre elles. Il y aura différents acteurs, différentes associations qui seront là pour représenter différents regards et croiser les regards. Donc c'est une nouvelle occasion de donner votre avis. Et donc ce sera à partir de 17h au World Trade Center, jeudi. Et il va y avoir un ciné-débat organisé à l'Artplex le vendredi soir,
À partir de 19h15, vous pourrez voir le documentaire Au nom de la mer, qui est réalisé par Jérôme Esplat et Caroline Esplat. Ils seront présents sur cette soirée pour échanger avec vous. Et voilà, donc on vous invite fortement à vous présenter à ces événements pour continuer le débat sur Marseille. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Évidemment, vous pouvez rester pour suivre les échanges entre vous. On vous remercie beaucoup et on vous dit à mardi prochain.